Alors, on va reprendre pour cette dernière séquence avant la clôture pour parler de 3 études transversales. Donc, comme vous le savez, on a de la recherche embarquée dans les programmes, mais on a aussi 3 études qui sont longitudinales sur l'ensemble des 97 projets lauréats et dont les objectifs et les méthodes vous avaient été présentés au dernier workshop le 15 mai. Et d'ailleurs, depuis, nous avons sollicité tous les lauréats pour qu'ils mettent à jour leurs données, l'état d'avancement de leur projet. Et nous vous remercions vraiment grandement d'avoir joué ce jeu parce que c'est grâce à vos informations que les 3 études peuvent avancer. Et on va d'ailleurs les écouter pour qu'elles puissent... je dis elles parce que nous avons donc 3 représentantes d'instituts de recherche, qu'elles puissent nous présenter des résultats intermédiaires, donc qui ne sont pas évidemment complets sur l'ensemble des recherches qu'elles mènent. Mais il nous semblait tout de même important de pouvoir faire ce petit point d'étape et vous présenter les premiers résultats. Donc je vais les inviter à monter toutes les 3 sur scène. Donc Anne Dorazio pour la chaire Le logement demain, Catherine Sabat, déléguée générale d'Idéal, et Ingrid Napi, professeure à l'École des Ponts Paris Tech et titulaire de la chaire économie... écologie. C'est très simple. Bah là, je ne vais pas y arriver. Hein, donc, oui, bah si, il y a les slides. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir... Excusez-moi, je récupère ma BD. Ben non, je ne l'ai pas. Non, mais j'ai pas le nom de la chaire. Non. Non, je suis... c'est la transition écologique urbaine. Voilà. Économie de la transition écologique urbaine. Bon, excusez-moi pour ces bafouillages. Donc, on commence avec Anne Dorazio sur la mission de suivi et évaluation qui a été commandée par le PUCA et que vous avez intitulée Scopie, pour le suivi de la cohorte des projets. Oui, bah écoutez, merci. Alors finalement, ce qu'on vous propose rapidement, parce que nos 3 interventions doivent se contenir dans un temps limité, et puis on est déjà en fin de journée, c'est effectivement de vous donner quelques premiers repères sur finalement cette photographie, voire cette radiographie de ce suivi de cohorte. Alors il a été rendu possible effectivement par la contribution... vos contributions à la réponse dite vague 2, c'est-à-dire à la situation à peu près de vos projets un an et demi après le dépôt du concours et l'annonce des lauréats. Et donc cette vision, on le fait à partir de l'analyse des équipes qui ont fourni le plus de données pour l'instant. Vous pouvez encore, jusqu'à la fin du mois, on va dire, compléter pour celles qui n'ont pu encore le faire complètement, ce fichier dont je sais qu'il est très long, très lourd. Et je voulais d'ailleurs saluer le travail de mon collègue Francesco Bogoni qui travaille avec nous sur l'élaboration de ces éléments-là. Et donc on travaille à partir de 50 projets sur les 97 qui sont lauréats et donc qui constituent aujourd'hui le corpus des répondants de cette phase 2. Que dire de ces projets? Du coup, ça va renvoyer en partie au débat qu'il y a eu de la table ronde de tout à l'heure et peut-être au titre de la ruralité à la métropole. Parce qu'effectivement, on a beaucoup entendu parler d'habitat collectif, de grande hauteur, de programmation de 300 logements. La réalité du corpus QLD, il est beaucoup plus divers que ça. Et sur les 50 répondants, effectivement, la moyenne des opérations, genre la médiane plus exactement des opérations, non pas sa moyenne, c'est plutôt 35 logements. Donc on est sur un éventail de sites et d'opérations, de situations, de 4 logements d'un côté à plus de 300 ou 400 logements pour le plus grand. Donc, avec une production annoncée qui est aussi intéressante par rapport à ce qui était prévu en phase concours, on a vraisemblablement une augmentation du volume de logements annoncés puisque les 50 équipes répondantes annoncent plus de 3324 logements selon vos données à construire ou en cours de construction. Là où les 97 en phase concours, vous étiez plutôt sur une focale à 5445 logements. Donc on a rapporté au groupe des 50 une petite tendance à l'augmentation, même si certaines équipes, effectivement, nous ont dit que les effets de contrainte et de renégociation, finalement,
des cadres programmatiques, on fait pour certaines équipes modifier les éléments de programme. Donc on a une situation qui est très variée, effectivement, et on l'a vu dans les cartes qui sont présentées à l'entrée, dans les situations de la ruralité à la métropole, mais aussi donc dans les volumes. Et ce qui est intéressant de noter, c'est aussi la manière dont sont aujourd'hui considérés les programmes et les montages d'opérations. Ce qu'on peut dire très, très rapidement, et ça fera le lien, je pense, avec ce que dira, sans dévoiler, je pense que dira aussi Catherine Sabat d'Idéal, c'est d'une part la mobilisation forte de l'accession, des opérateurs sociaux de l'habitat dans l'ensemble de la cohorte, qui était déjà présente en phase concours et qu'on revoit se mobiliser de manière importante ici. On voit aussi dans les programmations, on voit un volume très important pour près du tiers presque des opérations sur cette idée d'opération mixte, alors qui n'est pas toujours d'ailleurs très bien définie, et on l'a entendu aussi ce matin dans différents projets, qui allieraient de l'accession sociale à la propriété, du locatif social, du libre, alors de formes variées. Et donc on voit bien que cette combinatoire qui vise à modifier finalement les cadres un peu classiques en silo de locatif versus accession, opération sociale versus opération privée, est largement aujourd'hui en train de se recomposer. En tout cas, ce que nous montrent vos groupes, vos réponses, c'est que très clairement, quand même le tracteur, quelque part, ou l'avanceur que proposent les organismes de logements sociaux et les opérateurs de logements sociaux, que ce soit dans le locatif social comme dans l'accession sociale à la propriété, est aujourd'hui vraisemblablement absolument incontournable, et on verra le poids aussi qu'il amène peut-être dans les opérations, dans l'économie en tant que telle du logement. Ces données, on peut aussi les caractériser sur la place qu'occupe dans vos projets la notion de logement pour des publics spécifiques, et particulièrement le focus. Alors, ça renvoie à des choses qui ont été dites aujourd'hui et qu'on voit aussi plus largement sur un certain nombre de programmes, qui est la question de la place des publics seniors dans la programmation de logement. Donc on voit bien ici, aujourd'hui, qu'il y a une entrée très très forte par ces publics spécifiques dans vos opérations, qui représentent aujourd'hui près de la moitié des opérations qui mobilisent la question de la place des seniors. Sur la diversification effectivement du parc social, genre de la fameuse cette mixité alors, sociale, ou cette mixité de modalités d'acquisition, on voit bien là aussi elles sont importantes. Elles renvoient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la place de ces opérations mixtes. Et puis sur ce qui est plus spécifiquement la question des contrats de vente, je laisserai peut-être Catherine, ou en tout cas sur l'économie générale des opérations, en dire quelque chose. Dans la typologie architecturale des immeubles, là aussi, si les opérations sont des opérations finalement plutôt des opérations de taille moyenne, à nouveau une prédominance quand même du collectif, de l'immeuble collectif, même quand il est dans des tissus non métropolitains. Hein. L'immeuble collectif n'est pas l'apanage, on l'a vu ce matin avec Simon Tessou, n'est pas l'apanage du territoire métropolitain. Donc une part importante de la question du collectif et de la question, dans un deuxième temps, de l'intermédiaire, et finalement très peu de projets, en réalité, qui posent la question en tant que telle de l'habitat individuel, puisqu'il représente sur le groupe des 50 tout juste 10% des projets. De la même manière, une part très importante du poids finalement des opérations en réhabilitation, alors à deux niveaux, ça renvoie aussi au débat tout à l'heure et à ce que disait Marjane Safar, mais aussi, alors on rappelle ce chiffre, hein, 1% de la production, genre le renouvellement du stock du logement, c'est 1% par an, donc effectivement, la réalité, c'est le stock. On peut se renvoyer là à l'intervention de Franck Boutet, je crois, qui nous racontait ça l'année dernière. Mais dans le programme QLD, effectivement, la réhabilitation représente à peu près la moitié des opérations. Donc il y a un effet de programme aussi très fort sur le souhait, quelque part, de porter sur ces opérations-là. Et cette question-là reste présente. Il y a une petite... les logements en neuf devancent un tout petit peu la réhabilitation en phase actuelle, puisqu'on a 52% en neuf et 48% en réhabilitation, mais on voit bien qu'on est à peu près dans le même scope, qui était le scope des lauréats, qui lui-même était un peu différent du scope des 201. Donc il y a un effet de programme volontaire et peut-être aussi un effet des politiques publiques.
Alors, d'autres choses qui sont intéressantes à noter, c'est, et ça renvoie très clairement à la table ronde précédente, c'est dans vos déclarations la part très importante des dispositifs de participation, puisque vous êtes 82% à répondre, à dire que vous intégrez un dispositif de participation. Alors bien évidemment, derrière ce chiffre, il faut, donc 41 projets sur 50, il faut vérifier les situations, il faut savoir ce que vous appelez participation, il faut savoir comment vous les mobilisez. Très clairement, c'est très largement dans les phases quand même de conception que ces questions-là sont apportées, peut-être plus aujourd'hui que dans les phases de gestion, pour renvoyer à ce que pouvait nous rappeler Sylvaine Le Garrec tout à l'heure. Du coup, si on regarde un peu ce qui se passe du point de vue de la caractérisation de l'innovation, et après je finirai juste sur la caractérisation un peu spatiale, sur la caractérisation de l'innovation, vous êtes, et c'était les données du programme aussi, donc c'est pas très étonnant que vous répondiez tous quelque part et que vous cochiez la case expérimentation-innovation. Alors quand on vous interroge de prime abord, l'innovation, elle est plutôt de type organisationnel. En réalité, quand on détaille la question de l'innovation, en réalité, elle est beaucoup moins organisationnelle, ou en tout cas, il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'on appelle une innovation organisationnelle, mais elle est beaucoup plus largement sur une prédominance des innovations techniques et écologiques, avec un focus très important sur la question des matériaux, et particulièrement des matériaux biosourcés, géosourcés. Ça renvoie du coup à l'atelier de ce matin, et avec quand même, finalement, beaucoup moins de choses. Alors peut-être soit on considère que c'est passé dans les voies de la réglementation, mais beaucoup moins de choses sur la question, de manière propre, sur la question énergétique. Donc on voit quelque part que le prisme de la focale sur les... Genre, non pas que les opérations sont réglementaires et sont bien évidemment à niveau de performance, mais on voit bien que le focus sur l'innovation technique autour de l'énergie a quelque part laissé la place à la question plutôt des matériaux. Et ça, c'est effectivement ce qui occupe très largement la première place de vos projets. L'autre place, juste après, elle est effectivement, et ça renvoie très largement à la table ronde qui a eu lieu en début d'après-midi, c'est celle de l'innovation programmatique, avec la question, alors cette fois-ci, sur la place des espaces communs, sur la question de la prise en compte des usages, sur les modes d'habiter, sur la question de l'adaptabilité. Donc là, cette question du programme est très présente dans vos opérations, et on voit quelque part qu'elle travaille, elle est au cœur du travail qui est fait sur les projets. Peut-être de manière, je ne sais pas si c'est une surprise, mais peut-être de manière un peu plus modeste, c'est la question en termes d'innovation spatiale. Et là, ça renvoie, alors du coup, à des débats, et qu'on aura après peut-être un éclairage sur aussi comment on construit, où on construit et combien ça coûte. Et on voit bien que la question de l'innovation spatiale, alors elle est énoncée en termes d'évolutivité, de réversibilité, d'adaptabilité, beaucoup moins en termes volumétriques. Donc on voit bien que là, il y a les cadres de production, les effets de plan sont plus forts. Et donc ça, c'est un point, pour l'instant, on est nous sur un premier baromètre, et donc bien évidemment, il nous faudra le suivre. Et pour finir, sans me perdre trop, effectivement, et bien pour finir, effectivement, les caractéristiques, du coup, les caractéristiques spatiales des opérations que vous proposez, elles font la part belle à la question de l'espace en plus, on l'a vu, et ça a été rappelé dans la table ronde précédente, sur la question des espaces partagés, sur la question effectivement de ce qui se joue aussi dans la traduction spatiale avec la mise en œuvre de matériaux dits non conventionnels, et sur le rapport effectivement des formes de re-questionner les rapports entre les espaces privatifs du logement, les espaces communs ou de l'immeuble, toutes les questions de la flexibilité finalement, ce qui était le débat tout à l'heure sur cette question de la pièce en plus, et puis finalement sur la manière dont ces questions-là se traduisent aussi dans une forme de porosité à l'échelle urbaine, et dans une forme de repenser la question patrimoniale au-delà simplement des cadres conventionnels de du patrimoine genre d'un patrimoine ordinaire, plus largement revisité, qui est réabordé dans ces opérations, et particulièrement dans les opérations en réhabilitation. Merci beaucoup, Anne. Merci. On a donc là un premier aperçu, et on attend avec impatience les résultats lorsque l'ensemble des données sur l'ensemble des lauréats auront
auront pu être traités. Donc du coup, on va passer la parole à Ingrid Napi, donc, qui mène une étude sur la place de l'architecte dans la chaîne de valeur. Alors vous êtes dans une étude en 3 phases. Une première phase a été réalisée, donc on voudrait vous entendre sur les premiers résultats, et notamment pour rebondir sur ce que disait Anne, sur justement le travail que vous avez fait sur la cartographie des innovations, oui. Auprès des 97 lauréats. Merci, oui, tout à fait. Donc en fait, pour d'abord resituer un peu le cadre de cette étude, c'est une étude d'économie immobilière et notamment qui permet d'analyser le rôle économique de l'architecte dans la chaîne de production, sachant que la chaîne de production du logement devient de plus en plus complexe, avec notamment de plus en plus d'intermédiaires au niveau des bureaux d'études techniques, etc. Donc, l'intérêt de positionner l'analyse économique sur l'architecte, c'est qu'il est en même temps, pour 2 raisons, à l'intermédiaire, première raison, entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'ouvrage qui, elle, résonne sur des calculs économiques et financiers, et la maîtrise d'œuvre qui résonne plutôt sur des aspects techniques de la production. La deuxième raison également, c'est que dans le cadre de la transition écologique urbaine que j'étudie au travers de cette chaire, bien l'architecte a tout son rôle à jouer, puisque il connaît pratiquement tous les langages, plus ou moins, et notamment il œuvre sa valeur ajoutée, c'est justement de concevoir un projet pérenne à long terme. Donc on revient sur la dimension du long terme après une phase de 15 ans où on a raisonné essentiellement sur le court terme, à partir des ressources limitées, c'est justement le cadre de la transition écologique, en apportant une valeur sociale, environnementale, écologique, patrimoniale et économique. Voilà, donc c'est cette valeur économique qu'on veut chercher à étudier, et notamment grâce à ce concours unique, puisque ce concours permet d'étudier des projets innovants, tant sur les solutions abordables, que de concilier qualité de vie, sobriété écologique et excellence architecturale. Donc on a véritablement un terrain d'études intéressant. Donc ce qu'on a voulu dire, ce qu'on a voulu regarder, ce qu'on cherchera encore à regarder, c'est le rôle économique de l'architecte, notamment sur 77 des projets sur les 97 où il y a un architecte qui en tout cas a été étudié, et plus précisément sur 50 réponses qu'on a reçues récemment, afin d'identifier 3 choses: sa place, sa contribution économique et en particulier sur l'innovation qu'il porte. Donc on a fait ça en 3 phases. La première phase a été rendue avant l'été, qui consistait à regarder sur la base de la première base de données de la chaire logement, c'est-à-dire celle qui a été constituée en septembre 2022 à partir des projets lauréats, de regarder déjà si on pouvait faire un premier clustering. Au-delà de la présentation statistique qu'on vient d'avoir, c'est essayer de regarder si on peut faire des familles d'acteurs portant, qu'on peut regarder à partir de ces 77 projets, à partir de variables telles que, par exemple, la nature du maître d'ouvrage, le type de mode de construction et les matériaux, le coût de construction, l'année de création de l'agence d'architecture, la nature de la démarche environnementale, etc. Ce qu'on a pu, en tout cas, faire à partir des données existantes qu'on a complétées également. C'est pas simple, parce que ça a été un travail de 2 mois de recoder entièrement afin de pouvoir, à l'Institut Louis Bachelier notamment a été faite cette étude, pouvoir en faire une analyse statistique très poussée. Donc la première phase, je vais vous la décrire dans un instant. La phase 2, bien, une fois qu'on a fait ça, maintenant on a envie de regarder les types d'innovation. Et notamment sur la base du questionnaire que vous avez rempli récemment, donc on a 50 fiches. L'idée maintenant, c'est de regarder les grilles que vous avez complétées sur l'innovation qu'a présentée Anne et d'aller approfondir ça par des entretiens. Donc j'en ai déjà rencontré quelques-uns d'entre vous tout à l'heure durant le meet-up. Donc l'objectif maintenant, c'est d'aller plus loin et d'aller soutirer des informations complémentaires afin justement, phase 3, de regarder justement comment et valoriser économiquement cette innovation. Quel est le rôle de l'architecte dans cette innovation? Sachant que s'il a une valeur ajoutée, eh bien c'est de l'évaluer. Alors, allons
pas à pas, hein, parce que évaluer une valeur économique, si on n'a pas toutes les informations économiques, et c'est bien le sujet, hein, c'est quand même très complexe, mais en tout cas déjà de pointer le curseur non plus sur la valeur de la maîtrise d'ouvrage, on l'a souvent mise en valeur, et elle est incontestable, mais également sur comment l'architecte, en portant cette innovation, crée de la valeur, et indirectement, et c'est pour ça que l'étude est menée également avec la MIC, et Florian Laurençon, tout à l'heure, que vous avez rencontré, pour essayer de regarder pour les projets avec un contrat public, comment retravailler la contractualisation qui permette de mettre en valeur le rôle de l'architecte et notamment sa rémunération. Voilà comment s'inscrit l'étude. Alors, sur la phase 1, quels sont les points qu'on peut retenir? Donc l'idée, c'était vraiment de faire des clusters. Donc on a transformé les données brutes, on les a réencodées, etc. Il y a quand même des valeurs manquantes importantes qu'on essaiera de compléter pour la phase 3. Alors, en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que on a 3 types, plus ou moins, de clusters de familles, avec des spécificités différentes, selon les coûts de production, le stade d'avancement, bon, ça c'est assez facile à regarder, l'âge des architectes et l'approche innovante. On a un cluster des projets terminés, et là on s'aperçoit que les coûts de sortie sont 3 fois plus importants que les autres projets en phase d'intention. C'est normal puisqu'ils sont terminés. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont dominés par des structures de maîtrise d'ouvrage privées et avec une très forte implication des habitants dans la phase d'exploitation. L'âge moyen des agences est relativement moyen de 17 ans. On a un deuxième cluster, alors quand je vous parle de ça, c'est qu'il y a bien sûr des tests statistiques qui prouvent qu'ils sont représentatifs, hein, donc c'est des croisements de variables. Le deuxième cluster est beaucoup plus volumineux. On a une jeunesse plutôt relative des agences de 11 ans. On a 48 projets là-dedans, avec un taux supérieur de projets, avec une approche très bioclimatique, on en a parlé tout à l'heure. Et ils sont dans une phase d'intermédiation. En fait, ils sont vraiment dans une phase de mise en place. Et puis un troisième cluster, 23, où on a là un coût moyen élevé très important, avec des agences qui ont plus de 25 ans. Est-ce que ça explique la raison? On ne sait pas. Il faudra qu'on creuse cette idée. Et avec une très forte incorporation de réversibilité et de mixité sociale. Autrement dit, vous l'aurez compris, je l'espère, c'est que sur cette première phase d'étude, on a essayé de regarder si on pouvait déjà dresser des familles d'agences d'architecture et de projets qui soient liés avec des variables telles que je vous les ai évoquées. Voilà. C'est incomplet, bien évidemment. Donc on passe maintenant à une mission 2, une phase 2, où on a besoin de votre aide, et notamment en faisant des cas très particuliers sur l'innovation. Avec en particulier, par exemple, la ville, on a vu ça tout à l'heure, hein, Sevran, Angers, Montjustin, Ivry-sur-Seine, Stein, Gradignan, Florian, etc. Donc on va prendre 13 projets. Du côté de l'AMIC, il va y avoir 14 projets étudiés avec des interviews, des entretiens ciblés d'1h30 sur chacun des projets, afin d'établir une troisième phase, qui sera notamment la phase de mise en valeur de cette innovation par rapport aux typologies d'architectes, d'agences d'architecture. Voilà où on en est pour l'instant. Merci. Et donc du coup, on attend les prochains résultats pour quand? L'étude finalisée est rendue en avril prochain. Donc la phase 1 a été rendue en juin. La phase 2, on attend on vient d'avoir la base de données. Donc maintenant, on va pouvoir travailler là-dessus. Et on va dire que début janvier, on a la phase 2. Et puis la phase 3, ça sera la suite. Bon, on a hâte. Juste petite précision pour ceux qui peut-être ne se rappelaient pas du moment de la candidature. Il y a donc 97 lauréats. Sur les 97 lauréats, 77 en effet ont candidaté dans un groupement dans lequel il y avait une agence d'architecture, et 20 dans lesquels n'était pas encore lancée la sélection, ce qui explique les 77. Merci Ingrid. Catherine Sabat, donc pour Idéal, vous avez fait dans votre étude l'hypothèse que les montages économiques ont un rôle déterminant dans la production de logements de qualité. Vous en êtes où de cette hypothèse? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour nous donner l'occasion de présenter. C'est
résultats qui sont plutôt un état d'avancement que des résultats, hein, franchement. Parce que on a posé cette hypothèse-là. Notre étude s'appelle MESCAL, c'est-à-dire mesure économique, source de qualité, point d'interrogation. Mais au-delà d'une hypothèse, c'est même une question. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que l'économie et les montages économiques peuvent être eux-mêmes innovants et peuvent, de par leur innovation, être source de qualité et d'innovation dans le logement. Mesure avec les deux sens du terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut identifier et mesurer la manière dont le montage économique d'une opération peut être source de qualité, d'usage environnemental, architectural, etc. Et puis du coup, après, ça ce sera peut-être dans la conclusion, quelles mesures économiques il faudrait prendre pour améliorer la qualité et l'innovation, ou au moins essayer de les garantir. Voilà, donc ça, ce sera peut-être dans un deuxième temps. En tout cas, l'objectif, c'est de déterminer la reproductibilité de ces montages, voir si ils sont inventés dans certains contextes territoriaux, sociaux, historiques, etc., et reproductibles ailleurs. C'est pas évident du tout. Parfois, des toutes petites opérations marchent quelque part et ça peut pas marcher ailleurs pour tout un tas de raisons que vous connaissez sans doute. De vécu même, et puis comment est-ce qu'on peut diffuser ces bonnes pratiques en inventant des boîtes à outils qui seraient une nouvelle manière de produire du logement. Alors pour ça, on a regardé aussi cette base de données, on traque la qualité et l'innovation dans les montages économiques, et on voit bien aujourd'hui à quel point il y a une crise du logement, bon, ça, tout le monde est au courant, mais un blocage, et ce blocage, il doit être dépassé par des nouveaux montages, parce que sinon ça ne marchera pas. Aujourd'hui, on a un parc social qui est complètement saturé, pas assez de logements sociaux qui sont construits, pas assez de logements sociaux qui sont rénovés pour être mis comme nouveaux logements sociaux sur le marché. Et puis, dans le parc privé, il y a des personnes maintenant qui n'arrivent plus à accéder à la propriété, qui n'arrivent plus à accéder à la location pour les questions de taux d'intérêt, de rotation de parc, enfin, tout ça est très, très, très lié. Résultat, on ne peut pas sortir du parc social, et ceux qui n'ont plus accès au parc privé ne peuvent pas y rentrer. Donc, il y a un blocage vraiment important qui mérite vraiment de notre part, de la part des architectes, mais de la maîtrise d'ouvrage, etc., d'inventer autre chose. Et je le dis de façon un peu solennelle parce que on est au bout de quelque chose là. On est au bout d'un système économique qui fonctionne depuis 40, 50 ans. Et là, non, ça ne marche plus. Donc, il faut vraiment inventer autre chose. La dernière idée neuve en France sur le logement, peut dire que c'est le BRS. Donc ça fait 10 ans, ça existait déjà ailleurs. Ça a été mis en place par la loi Allure, donc la séparation du foncier et du bâti. Mais ça a 10 ans, ça a mis 10 ans pour se mettre en place. Donc ça donne bien aussi la mesure, encore une fois, de l'innovation, comment elle peut répondre à l'urgence ou comment il faut du temps pour la mettre en place, et c'est important. Donc, urgence pour inventer des nouveaux modèles qui sont participatifs, coopératifs, non spéculatifs, hein, parce que le partage sur le marché du logement hors logement social serait aussi un beau gage de qualité et une vraie innovation. Voilà, donc il y a deux manières de faire, de faire baisser les prix, soit de manière coercitive, parce que si on se fie au marché, ça ne marche pas, ou alors de rajouter dans la chaîne de fabrication des intermédiaires, comme pour le BRS. Le BRS est un accès plus facile au logement, mais parce qu'il y a quelqu'un qui porte le terrain. Et il y a des modèles privés qui commencent à émerger avec des acteurs qui portent soit les parties communes, soit une partie du logement pendant un certain temps, et on l'achète progressivement, etc. Mais ces acteurs qui ne sont généralement pas publics, évidemment, ont besoin de se rémunérer. Donc, ça fait pas du tout baisser le prix du logement global. Ça favorise l'accès, mais il faut réfléchir, je crois, à une baisse du prix global. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Et puis, oui, pardon, je voulais juste ajouter que les banques et les assurances ne facilitent pas du tout la tâche à ceux qui voudraient inventer des choses, parce que finalement, elles n'aiment pas le risque, même si c'est un peu leur métier d'en prendre, ou ça devrait l'être en tout cas. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Nous, on a pris, je dis nous, c'est la petite équipe de 3 personnes à Idéal. Donc on prend les projets lauréats avec l'énorme tableau que vous avez eu la gentillesse de remplir pour ceux qui ont bien voulu le faire. Alors c'est long, hein, il y a plus de 400 entrées, hein, c'est ça. Parce que moi je regarde un certain nombre, mais pas tous. Mais en fait, voilà,
il concerne aussi toutes les caractéristiques du projet. Et pour nous, c'est très important, même si je viens de dire qu'on ne regardait pas tout, mais on regarde presque tout. Parce que, évidemment, qu'au début, tout le monde veut faire un bon projet. Et tout le monde met ce qu'il faut pour, en termes de qualité, de moyens, etc. Puis, au fur et à mesure, et j'imagine que vous avez tous l'habitude de ça, les contraintes de chacun font que, et de chacun et surtout de certains, font que le projet il perd un peu en qualité, alors en surface, en balcon, en matériaux, etc. Et même parfois des critères qui ont permis de gagner le concours disparaissent au passage ou au lavage, je ne sais pas comment il faudrait dire, parce que ça permet de faire des économies. À l'essorage, oui c'est ça, c'est un essorage exactement. Donc, qu'est-ce qu'on regarde, nous on regarde de très près les données du montage, donc la nature des opérateurs, privés ou publics, la nature du terrain et son prix, ses coûts éventuels de remise en état, de démolition de ce qui est dessus, la programmation, est-ce que ce sont des logements qui seront loués sur le marché libre, qui seront vendus, bien sûr à quel prix, qui seront loués via un bailleur social, les coûts estimatifs de construction, les honoraires des différentes parties prenantes, les frais financiers, les coûts d'aménagement, de pollution, d'assainissement, d'accès, d'aménagement, quoi. Donc j'ai dû en oublier, mais pour faire vite. Et on regarde en face, quand on a les données pour, les modes de financement qui correspondent à ces dépenses. Et donc les fonds propres, les prêts de qui? Alors est-ce qu'il y a un bailleur social? Est-ce qu'il y a Action Logement? Est-ce qu'il y a l'ANA? Est-ce qu'il y a la collectivité? Est-ce qu'il y a un fonds friche? Est-ce qu'il y a un fonds européen? Toutes les formes d'aide à la pierre, éventuellement l'anticipation aussi des aides à la personne, qui sont les dispositifs de type TVA 5.5, exonération de taxes, avantages fiscaux, etc. Alors, après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme un promoteur, en fait, ou comme un fabricant, disons, on part du prix de vente, et puis on remonte en essayant de voir tout ce qui a contribué en recettes ou en dépenses à arriver à ce prix de vente en partant du prix du terrain. Et en fait, il faut partir de là pour remonter, pour ensuite revenir après. Bon. Ça a l'air simple. Non, ça n'a pas l'air simple, mais en fait, ça l'est pas du tout. Parce que les données sont souvent incomplètes ou mélangées. Alors, pour ceux qui ont encore envie de remplir ce tableau, faites vraiment attention, s'il vous plaît, parce que parfois, on a un nombre de logements, mais on ne sait pas si c'est du logement social ou du logement libre. Il y a 2 cases pourtant. Parfois, il manque les prix de sortie, parce que on a la réponse coût de production, mais pas, et coût de sortie, mais pas prix de sortie ou prix de vente. Enfin, c'est pas la même chose. Et pareil, les prêts, souvent, c'est mis dans une enveloppe globale. On dit voilà, il y a tant de prêts, mais en fait, il faut vraiment qu'on sache d'où ils viennent ces prêts. Et puis, mais même sur le foncier, parfois, c'est difficile d'isoler la charge foncière qui est destinée à du logement social, celle qui est destinée à du logement privé, celle qui est destinée à une autre activité, parce que parfois, il y a d'autres activités sur le terrain. Donc, on fera ce qu'on peut, mais c'est compliqué. Et voilà, juste ça, c'était pour la méthode. Et puis, on a regardé une dizaine de projets en détail, et puis ceux dont on disposait des données pour l'instant. Et donc, j'ai quelques remarques qui sont un peu l'état d'avancement de nos résultats. Donc, la première remarque, c'est que il y a eu une inflation très très grande entre le début de cette AMI et puis les projets qui sortent maintenant. Donc, on a 2 cases, phase début et puis phase actuelle. Parfois des coûts qui ont augmenté de manière considérable, et on comprend que ça va être compliqué, que c'est déjà compliqué parfois de mener ces projets à bien. Donc une étude des échecs sera probablement nécessaire pour comprendre si ça tient à cette inflation, comme on l'entend souvent, mais après tout, il faudrait quand même le vérifier. Deuxième remarque, et ça c'est pas un scoop, mais c'est très difficile de produire du logement en France. Et quand on regarde ce tableau, ça saute aux yeux. Vraiment, le nombre ahurissant de parties prenantes, de parties concernées, de dispositifs fiscaux, normatifs, environnementaux, techniques, dans lesquels il faut s'inscrire. Et je crois que si on arrive à montrer ça de manière documentée, argumentée, avec des exemples précis, etc., ce sera déjà un bon résultat, parce que même si tous ceux qui essayent de produire du logement se heurtent à toutes ces questions, cette question mériterait
d'être adressé à un certain nombre de responsables politiques qui prennent des décisions et qui vous rendent peut-être la vie impossible, mais qui ne le savent pas toujours, enfin en tout cas qui n'imaginent peut-être pas à quel point. Alors évidemment, cette difficulté de produire, elle est liée au coût. Alors pour arriver à boucler un projet, il faut, pareil, un nombre de sources de financement incroyables. Donc ça rend extrêmement frileux. Enfin, ce que je veux dire, c'est les projets innovants, puisque c'est quand même ça dont on parle à la fin, innovant et de qualité. Et parfois, l'innovation tient à la qualité, ou la qualité tient à l'innovation. En tout cas, ça rend extrêmement frileux les banques et les assurances, qui sont quand même des parties prenantes extrêmement importantes dans la fabrication du logement, parce que sans elles, on ne peut rien faire. Donc, il faut essayer de les convaincre, elles. Pareil, un résultat bien argumenté de ces difficultés serait peut-être un argumentaire ou un plaidoyer intéressant. Et puis, ce qui est très difficile, c'est de mobiliser toutes les aides qui existent. Il y a une politique du logement en France qui n'est pas très lisible, mais qui met à disposition de ceux qui peuvent ou ceux qui arrivent à s'en saisir une palette d'aides qui est quand même extrêmement forte. Mais sauf que pour identifier toutes ces aides, il faut une personne à plein temps chez un maître d'ouvrage, où il y a vraiment une difficulté à savoir à qui s'adresser, où s'adresser, comment s'adresser, etc. Et donc, si on prend par exemple un prix de sortie de 2500 € mètre carré quelque part en France, je ne sais pas où, mais comme ça au hasard, on voit dans les dossiers que certains arrivent à mobiliser des aides pour presque la totalité du projet, d'autres sont obligés de mettre des fonds propres extrêmement importants, d'autres parviennent à mobiliser des fonds européens, d'autres des fonds friches, etc. Donc évidemment que selon la situation, ça ne va pas être la même chose, parce que le fonds friche, par exemple, il n'est pas destiné à financer tous les projets, il est destiné à financer de la transformation de friches, etc. Mais quand même, ça pose la question de l'égalité d'accès à l'information, de l'égalité d'accès à ces aides et aussi de l'égalité des territoires parce qu'elles ne sont pas disponibles partout. Voilà, donc en fait la question aussi qui se pose à la fin de ça et qui pourra être posée, enfin moi je pense que l'étude elle doit servir à ça aussi, de savoir pourquoi est-ce qu'en France on ne peut pas produire des logements sans aide publique. Et voilà, c'est une question politique très importante. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait de benchmark si dans d'autres pays c'est la même chose, mais se dire que le logement si important pour chacun des habitantes de notre pays, que l'habitant fait le citoyen, etc., enfin plein de choses extrêmement politiques, on ne peut pas produire du logement sans aide publique et que l'aide publique, elle n'est pas la même partout. Donc ça pose vraiment une question très très importante. Quatrièmement, j'ai bientôt fini, de ce que nous avons vu pour l'instant, il y a très peu d'innovation dans les montages financiers des opérations que nous avons vues. Donc les innovations, comme disait Anne, sont architecturales, techniques, dans les usages, ce qui est évidemment l'essentiel. Hein. On produit du logement, donc c'est là que doit être l'innovation à la fin. Mais si l'innovation économique et financière pouvait permettre de faire ça, ce serait formidable. Alors, c'est pas aux architectes forcément d'avoir cette ingénierie financière et d'inventer ces montages, mais j'en arrive à ma conclusion. Et je voudrais dire juste un mot de la culture économique qui peut vous paraître très rébarbative, très ennuyeuse, très compliquée, et qui vous intéresse sûrement beaucoup moins que de faire votre métier, c'est-à-dire de réfléchir à l'espace, de réfléchir aux usages, etc. Je pense qu'il est néanmoins absolument nécessaire, et c'est pour ça que je voulais, moi, faire cette étude, de maîtriser ces outils, de maîtriser les mécanismes de montage pour pouvoir simplement discuter avec ceux qui les maîtrisent et qui sont vos maîtres d'ouvrage, qui sont les collectivités avec lesquelles vous travaillez, qui sont les aménageurs et qui, eux, ont des services juridiques très forts, des services économiques qui anticipent, etc., et qui font des bilans. Alors le bilan... c'est pas très compliqué, hein. C'est des additions et des soustractions. Donc, on peut facilement l'appréhender, le maîtriser, etc. Enfin, c'est un truc dont les promoteurs font tout un foin, mais c'est pas la peine. Donc, il me semble que connaître les mécanismes financiers, c'est pas si sorcier. Hein. Il suffit de savoir compter. Connaître l'écosystème des acteurs, qui fait quoi, qui paie quoi, qui peut mobiliser quel type de financement, qui a intérêt à le faire, c'est indispensable. Et pareil pour le
paysage des politiques publiques dans lesquelles vous travaillez. C'est-à-dire, il n'y a pas que les lois sur l'architecture, il y a les lois sur l'économie immobilière, il y a les lois sur l'aménagement, il y a un environnement qui est quand même pas forcément dominé, mais en tout cas traversé en permanence par l'économie, et que de mon point de vue, il faut connaître. Et moi, je plaide depuis longtemps, sans aucun succès, pour qu'il y ait dans les écoles d'architecture au moins une approche de l'économie immobilière. Et voilà, je pense que ce serait très important qu'il y ait des cours d'économie dans les écoles d'architecture pour que, même sans HMNOP, on sache ce qu'est un maître d'ouvrage, un aménageur, comment ça marche et à quoi ça sert, etc. Voilà. Et donc, nous, on aura des résultats, j'espère, au printemps. Merci beaucoup. Merci Catherine. On arrive à la fin de... Oui, vous pouvez les applaudir. Elles n'ont pas fini leurs travaux, mais elles y travaillent dur. Du coup, vous aurez compris aujourd'hui qu'on travaillait à pas mal d'éléments de capitalisation. Vous avez entendu parler des notes et vous les avez là-haut sur la banque d'inscription. Mais on va aussi, bien entendu, ne pas forcément attendre tous les résultats pour déjà commencer un petit peu à diffuser les résultats intermédiaires de ces études qu'on sait très attendus. Et puis évidemment, on verra ce qui ressort et s'il y a vraiment de l'innovation dans les montages quand vous allez observer d'autres projets avec les données qui vont arriver.